Bonjour à tous, merci de l'invitation. Donc, je vais essayer de vous présenter rapidement la gestion qui a été mise en place sur le site naturel protégé des Salines de Villeneuve et la façon dont on a pris en compte les enjeux et la façon dont on a fait évoluer un petit peu cette prise en compte. Donc juste vous présenter un petit peu ce site des Salines de Villeneuve. Donc c'est un site qui se trouve sur les étangs palavasiens, donc entre Sète et Montpellier, donc sur un territoire quand même qui est soumis à une forte pression à la fois urbaine, mais également en termes de fréquentation. Mais on est également sur un site qui est quand même relativement bien protégé, puisque c'est un site où le Conservatoire du littoral est très présent, avec de nombreux sites protégés qui sont mitoyens, et du coup un ensemble naturel assez intéressant en termes de fonctionnalité. Donc le site des Salines, c'est un ancien site salinier qui fait environ 300 hectares, avec un peu plus de 200 hectares vraiment d'anciens marais salants, et puis une centaine d'hectares où on est plutôt sur des marais d'eau douce. Un site protégé par le Conservatoire du littoral à partir de 1992 et intéressant, voire extrêmement intéressant pour toute la biodiversité qu'il accueille, notamment pour l'avifaune, mais pas uniquement, puisqu'on a d'autres espèces d'intérêt faunistique ou floristique sur le site. Ce site, c'est un site qui est classé au titre de la loi de 1930 sur la protection des paysages, donc des enjeux en termes de paysage et puis des enjeux aussi en termes de préservation et de valorisation du patrimoine culturel. C'est un site qui accueille de nombreuses activités, que ce soit des activités de loisirs, des activités économiques, mais également un site avec pas mal d'aménités pour la pratique de la détente et du loisir. Une zone humide d'intérêt majeur, classée au titre de Ramsar, notamment pour la faune. On est au cœur du site Natura 2000 des étangs palavasiens, avec deux zones de protection, une zone pour les habitats et puis plus une zone au titre de la directive oiseaux. On est en lien direct avec la réserve naturelle nationale de l'Estagnol, qui est située 3 km en amont du site, et avec laquelle on a un lien fonctionnel via le canal de la Bouffie, le grand canal que vous avez qui entoure le site. Et puis on est sur des zones d'intérêt au titre des SNIEF. En termes de gouvernance, ce site il est géré par trois structures, deux EPCI, la métropole de Montpellier et 7 aglopoles Méditerranée, et en collaboration avec le Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie, pour lequel je travaille, et qui coordonne un petit peu les actions sur ce site et la mise en œuvre du plan de gestion. Plan de gestion qui a été validé en 2012, qui court encore, et pour lequel on est en phase d'évaluation, afin de remettre un petit peu à jour les actions et de voir si on ne repartirait pas sur une refonte complète de ce plan de gestion. Ce plan de gestion il fixe des objectifs généraux en termes de préservation de la biodiversité, mais également de la zone humide et de sa fonctionnalité. D'un point de vue culturel et paysager, au titre du site classé. En termes d'accueil du public, puisque c'est un site, je vous l'ai dit, on accueille presque 300 000 personnes par an sur ce site-là en visite libre. Donc un enjeu vraiment d'accueil du public et de gestion de cette fréquentation assez fort, par rapport également à l'équilibre écologique et paysager. Des activités économiques, puisqu'on est sur un site qui est chassé, on a des activités agro-pastorales, on a également de la pêche au petit métier sur le sud du site, plus sur l'étang de Vic. Et puis un site à enjeu majeur en termes de connaissances, avec plusieurs espèces protégées au niveau national, et puis également deux habitats prioritaires au titre de la directive Habitat, les lagunes pour le premier, et puis les marais à cladium pour le second.
Dans le cadre du plan de gestion, quand on a conçu ce plan de gestion, on avait une très très bonne connaissance sur certains groupes, notamment groupes faunistiques, et on avait un manque de connaissances sur d'autres groupes. On a fait avec ce qu'on connaissait. Donc on a pris les données existantes et on a hiérarchisé les enjeux par rapport aux données existantes. Ressortait de manière très forte dans ce plan de gestion l'habitat 1150, lagune côtière, en tant qu'enjeu pour ce site-là. Sur le site, on a, en 2012, quand on a fait le plan de gestion, à peu près 40 hectares d'habitat classés en lagune côtière. On a fait le même travail en termes de hiérarchisation des enjeux espèces. Alors d'abord un gros travail sur le groupe avifaune, puisqu'on avait un site reconnu pour l'accueil des oiseaux, que ce soit en période de migration, en période de reproduction, en période d'hivernage. Du coup, ce qui ressortait, c'était un site à enjeu très fort également pour certaines espèces d'oiseaux, et notamment celles du groupe des larolimicoles coloniaux, dont la sterne naine et la vossette élégante. Dans les autres groupes faunistiques, plusieurs espèces également ressorties à enjeu très fort, plusieurs espèces d'amphibiens, mais également l'anguille d'Europe, sur laquelle on a une grosse population sur le site, et notamment un enjeu de migration avec la remontée des civelles et une période de l'année. La plupart de ces enjeux très forts, on se rend compte qu'ils sont tous inféodés ou associés à l'habitat lagune côtière, quand on croise la superposition cartographie des habitats et enjeux espèces. Dernier groupe sur la flore, où les principales espèces qui ressortent en jeu sont l'ascorzonaire à petites fleurs, enjeu exceptionnel, plutôt sur les prairies humides, et l'Alténie filiforme, enjeu très fort, qui est également inféodé aux lagunes côtières. Une carte qui représente un petit peu les habitats sur le site, avec en rouge la cartographie de l'habitat lagune côtière, et puis vous avez hachuré en noir à l'époque la connaissance sur les herbiers sur le site. Précise que toute la partie que vous avez, la grosse partie en lagune côtière, ce sont les anciens marais salants, et la partie plus à l'ouest, ce sont les marais, aujourd'hui les marais d'eau douce, qui étaient également des marais salants, mais qui se sont énormément adoucis depuis. Si on met une carte des enjeux oiseaux, notamment le groupe des larolimicoles, on se rend compte que les zones de reproduction de ces oiseaux, ce sont principalement les zones de lagunes côtières. Plusieurs espèces de ces oiseaux sont à enjeu et sont visées par la directive oiseaux et par le DOCOP du site des étangs palavasiens. Si on affiche la cartographie des macrophytes à l'époque où on a réalisé le plan de gestion, on se rend compte également que l'enjeu Alténie filiforme est principalement présent sur l'habitat lagune côtière. Et cet enjeu Alténie filiforme, il a été rattaché in extremis au plan de gestion en fait, en 2012. Parce que quand on a réalisé ce plan de gestion, on avait énormément de connaissances sur les groupes faunistiques, et notamment principalement sur le groupe de l'avifaune,
et on avait très peu de connaissances sur les herbiers aquatiques. Et c'est dans le cadre d'un stage au moment du plan de gestion où on a découvert vraiment la présence de l'Alténie filiforme sur le site et où on a pu la rattacher au plan de gestion. Sur la première mouture du plan de gestion qui avait été proposé à l'époque, cet enjeu-là n'était pas du tout pris en compte et on avait vraiment une gestion sur les zones de lagunes côtières qui ne concernait que le groupe des larolimicoles-nicheurs. Du coup, on a quand même réussi à rattacher cet enjeu et dans la hiérarchisation globale dans le plan de gestion, du coup, le milieu lagune côtière ressort comme un enjeu très fort, avec des espèces de l'avifaune présentes, la sterne naine, la boussette élégante du groupe des larolimicoles. Pour les autres espèces, on avait l'anguille d'Europe et puis des amphibiens. Et pour la flore, du coup, l'Alténie filiforme, Amphiodès et lagune côtière. À noter que à l'époque, on ne parle pas de lagune temporaire, on parle vraiment que de lagune côtière, et tout ce qui est cartographié, c'est de la lagune côtière. De cette hiérarchisation découle un programme de 22 fiches actions avec 94 sous-actions. Ces actions, elles sont priorisées en fonction des différents enjeux. Dans les actions qui visent l'habitat lagune côtière et les espèces associées, on avait une première action identifiée comme une des actions prioritaires sur le site, c'est favoriser la nidification durable et les haltes migratoires des larolimicoles. Et ensuite, une deuxième action prioritaire, c'était mettre en place une gestion hydraulique qui réponde aux besoins des habitats et des espèces. Ensuite, on a un certain nombre d'autres actions qui vont également répondre aux enjeux lagunes et espèces associées, avec à chaque fois à la fois une entrée espèce et une entrée habitat. Mais on retrouve quand même dans chacune des trois volets de priorité une action autour de la gestion hydraulique, de la mise en œuvre de la gestion hydraulique, à la fois quantitative et qualitative, qui doit permettre de répondre aux enjeux à la fois paysagers, mais donc du site classé, mais également aux enjeux du patrimoine naturel en termes d'habitat et d'espèces. Du coup, le plan de gestion propose un cahier des charges hydrauliques avec des hydropériodes en fonction de l'année et une gestion qui doit permettre de contrôler les niveaux d'eau au sein de l'habitat lagune côtière, de favoriser la nidification et de contrôler les apports d'eau douce et d'eau salée en fonction des enjeux présents sur les lagunes côtières. Il prévoit également une gestion quantitative de l'eau et une gestion périodique également. Cette gestion, elle doit prendre en compte un troisième enjeu qui est l'enjeu activité humaine sur le site, et elle doit permettre de répondre également à la fois aux activités économiques et notamment l'agropastoralisme en permettant d'assécher les présalés une période de l'année pour permettre aux troupeaux de rentrer. Et un deuxième enjeu qui est l'enjeu synégétique, avec une très forte demande sociale sur ce site, 3 sociétés de chasse qui pratiquent et qui veulent pouvoir continuer à pratiquer sur l'ensemble du site et avoir de l'eau à l'ouverture de la chasse, donc entre le 15 et le 21 août. Donc le cahier des charges hydrauliques, il vise différents objectifs en fonction des périodes de l'année et il va flécher en fonction des secteurs du site des codes de gestion. Bon, quelque chose d'assez classique. Les objectifs de la gestion hydraulique doivent permettre de répondre aux différents enjeux
à la fois oiseaux, mais également lagunes, flore patrimoniale. Et puis également tout ce qui va être démoustication, afin d'éviter les battages et d'éviter la prolifération des moustiques. En gros, première période de l'année, entre janvier et février, on est sur des cotes de gestion au maximum. On maintient de l'eau de partout sur le site tant qu'on peut, et on fait rentrer de l'eau au maximum. Deuxième période de l'année, de mars à juillet, toujours des objectifs croisés, avec un objectif fort quand même, qui est la nidification des larves limicoles sur le site, et une nécessité de maintenir les niveaux d'eau à une cote stable sur les zones de nidification de ce groupe d'oiseaux. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, quand on croisait les enjeux, c'était principalement sur la partie cristallisoire, partennement intérieur, où on avait cet enjeu de nidification. Et la gestion hydraulique doit également permettre de répondre à l'enjeu herbier-macrophyte, en permettant à un moment donné un maintien du site en eau suffisamment longtemps pour que les herbiers de macrophyte puissent faire leur cycle végétatif. Du coup, on continue avec août à octobre. On provoque ou on laisse le site s'assécher naturellement. Les enjeux aviphones sont passés, et ce qui était fléché, c'était pour que les herbiers puissent se maintenir, une minéralisation d'étables et d'éparternement nécessaire à une période de l'année. Juste ce que j'ai pas dit quand même juste avant, c'est que ce qui est fléché quand même dans le plan de gestion, c'est qu'à un moment entre mars et juillet, là, quand on cherche à maintenir des cotes stables sur la partie ancien salé, on a possibilité de manipuler les deux ouvrages hydrauliques et d'injecter de l'eau douce dans la partie lagune côtière, ce qui forcément modifie fortement le taux de salinité de ces zones-là, et peut impacter le cortège floristique présent sur la lagune. Bon, décembre, on maintient des cotes de gestion hautes, on fait rentrer de l'eau et on repart sur un nouveau cycle. En plus de ces actions de gestion hydraulique, on avait également des actions très fortes en faveur des larolimicoles nicheurs, avec un programme LIFE, le LIFE en vol, qui préconisait des travaux hydrauliques pour pouvoir maintenir des niveaux d'eau très, très hauts longtemps pendant la saison de nidification, de pouvoir facilement réalimenter l'éparternement à la fois par le canal de ceinture et faire rentrer de l'eau salée depuis l'étang, mais également, ce que je viens de vous expliquer, de redispatcher de l'eau via les marées d'eau douce. Et puis on avait également des travaux de création d'îlots sur certains secteurs, et forcément on a dû prendre en compte la présence de l'Alténie pour pouvoir choisir les zones de création des îlots, et ils ont été créés sur des zones avec absence d'Alténie. Ce qu'on voit si on regarde les chiffres de la nidification, c'est que les populations d'oiseaux sur le site, elles sont présentes, elles se maintiennent. Des succès de reproduction qui ne sont pas forcément au rendez-vous, mais qui sont plutôt dus à des problématiques de dérangement et de prédation, mais que, en tout cas, la gestion hydraulique répond aux besoins des espèces, et elle y répond tellement bien que parfois on est obligé de maintenir des niveaux d'eau de façon très très tardive, jusqu'à empêcher le site de s'assécher certaines années. Puisque si on rate à certains moments donnés le fait de vidanger certaines parties du site, nous n'arrivons plus à l'assécher pour l'automne.
En 2020, on a un stage qui permet d'améliorer la connaissance du site sur les herbiers aquatiques et une cartographie très très fine des lagunes temporaires et de leur végétation sur le site. L'idée, c'était aussi de pouvoir définir plus précisément quels étaient les types de lagunes temporaires qu'on pouvait avoir sur le site et de pouvoir localiser mieux les enjeux floristiques associés. Cette étude, elle a fait ressortir 23 espèces répertoriées sur le site de macrophytes, dont 3 espèces protégées au niveau national ou local. On a également croisé avec les enjeux larolémicoles pour la période de cartographie, afin d'éviter, la période d'inventaire, afin d'éviter le dérangement sur les espèces de larolémicoles. Et puis, ça nous permettait de pouvoir resituer ces enjeux et de pouvoir les croiser. Donc un site d'importance majeure pour les lagunes temporaires avec les espèces typiques à l'habitat et 3 espèces en jeu, Polypella salina, Riella helicophila, l'Altini filiforme bien entendu, beaucoup plus présente que ceux qu'on avait pu cartographier dans le plan de gestion en 2012, et puis Riella cossoniana, qui n'avait pas été déterminée à l'époque et pour laquelle on a eu la détermination il y a peu de temps. Du coup, ça nous a permis de faire ressortir 3 syntaxons avec 3 faciès vraiment de végétation sur le site et 3 faciès de lagunes temporaires, comme on a pu le voir également dans le cadre du PRAL. Et ça nous a surtout permis de faire ressortir un enjeu encore plus fort que ce qu'on pensait pour les lagunes temporaires, puisqu'une cartographie affinée avec 82 hectares au lieu de 40 hectares en sortie d'études. Ça, je passe rapidement. Pour conclure, juste dire que au moment de la rédaction des plans de gestion, on fait avec les enjeux qui sont connus et on essaye de prendre en compte les enjeux qui sont connus et de les croiser entre eux. C'est important de pouvoir hiérarchiser ces enjeux à la fois en termes d'espèces, mais également d'habitat et de fonctionnalité de ces habitats. On se heurte parfois, quand on fait les mesures de gestion, à un manque de connaissances sur les exigences des différentes espèces. Et pour nous, ça a été notamment le cas dans le cadre de la rédaction du cahier des charges hydrauliques et de la prise en compte de l'Altini filiforme, où on se pose des questions sur le mode de reproduction de cette espèce, sur ses besoins en termes d'assec, de temporalité des assecs, et on n'a pas dans la littérature les connaissances suffisantes pour pouvoir répondre à ces questions. Forcément, l'amélioration de la connaissance fait évoluer les enjeux et elle permet également de disposer d'outils d'évaluation de la pertinence des actions et de pouvoir mieux hiérarchiser et mieux croiser les enjeux entre eux. Voilà. Et juste dire que on essaye de répondre par des actions aux exigences de ces enjeux, mais on est souvent confronté aux variations climatiques interannuelles et qu'au final, la gestion, elle se fait aussi en fonction de la naturalité du site et qu'on a beau avoir un cahier des charges hydraulique hyper bien ficelé, au final, on se rend compte que bien souvent, le site, il réagit comme il veut. Et là, on le voit, en fait, une gestion qui était très axée aviphonistique au départ, un cahier des charges très axé sur l'avifaune, sur lequel on a raccroché un enjeu macrophyte, et au final, un site à enjeu majeur pour les lagunes temporaires.